Bonjour maître. Bonjour. On entend tout et son contraire sur le divorce. J'aimerais vous poser aujourd'hui des questions et j'aimerais que vous me super dur à dire. J'aimerais que vous me disiez aujourd'hui si ce sont des idées fausses ou si c'est quelque chose qui est ultra vrai. L'intro la plus loupée de ma carrière sur YouTube. Est-ce que le divorce pour faute n'existe plus? C'est ce qu'on entend très souvent. Alors effectivement, je ne sais pas pourquoi il y a cette espèce d'idée reçue que le divorce pour faute n'existe plus. C'est archi faux. Le divorce pour faute existe. Toutes les semaines, des magistrats de la France entière prononcent des divorces pour faute. Donc oui, le divorce pour faute existe. Avant qu'on passe au point numéro 2, comment est-ce qu'on prouve un divorce pour faute et quelles sont les conséquences financières ou sur le divorce par la suite? Alors, le régime de la preuve, on pourrait faire une vidéo de 3h30 hein, sur ça. Donc ça Et va on, être... on peut le faire, mais on pourrait le mettez-le faire, dans mais les peut-être pas maintenant. commentaires. Pas aujourd'hui, mais on pourrait le faire. On pourrait le faire. Alors, comment on prouve? Quelles sont les preuves qu'on peut admettre ou Mhm. pas? Tout ça, c'est un très très gros sujet. La preuve en matière civile, c'est la preuve qui n'est pas obtenue de manière illicite. Donc, par ruse, par fraude ou autre. Ça peut être une discussion que l'on voit sur l'ordinateur Ok. familial, tout le monde a les codes. Ça peut être tas de violences entre les époux avérés. Ça peut être des insultes et injures publiques relevées par témoignage. Qu'est-ce que ça implique un divorce pour faute? Qu'est-ce que ça change au bilan final? Aux Alors, conclusions? divorce pour faute, principalement, c'est de l'indemnitaire. C'est-à-dire que ça peut donner lieu, effectivement, à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qui a été subi. Donc, dans des conditions plus ou moins importantes. Si ma femme, si j'avais une femme, si j'étais marié et qu'on divorce et qu'en fait elle a un amant, est-ce que ça peut me permettre par exemple de ne pas payer de prestations compensatoires, par exemple? Si elle a commis une faute. Alors, oui, ça peut être effectivement. Alors là, on est dans un cas particulièrement. Il faudrait que ce soit un cas particulièrement lourd, hein, parce que priver un époux qui a droit à une prestation compensatoire, on est déjà dans quelque chose de très lourd. Mais effectivement, c'est quelque chose qui va être mis au débat. Et est-ce qu'il y a des montants du coup? Et c'est quoi? Il y a des pourcentages Non. Alors, il n'y a pas. Là, on est vraiment sur le cas par cas, hein, parce que tout dépend du couple, tout dépend du mariage, tout dépend du divorce, tout dépend de la durée, tout dépend des moyens, du patrimoine, de la situation, de la faute. Enfin voilà, là, on est vraiment dans le cas par cas. Donc en fait, c'est-à-dire que la faute ne change pas tout, mais va venir modifier l'histoire qu'on va raconter au juge et va venir moduler probablement une partie des arrangements à la fin. Absolument. Alors, pas des arrangements, mais de la décision du magistrat, ça c'est sûr. Ouais. J'ai pas l'impression que ce point numéro 1 me fascine. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une forme de règle là-dedans? Je sais pas, un truc écrit droit, noir sur blanc. C'est difficile d'avoir quelque chose d'écrit noir sur blanc alors que chaque être humain est différent, donc a fortiori chaque couple est Mais les différent. magistrats sont quand même bien formés quelque part. Ils Bien font sûr, chacun ce qu'ils veulent dans leur. ils font pas ce qu'ils veulent, ils font en fonction du dossier que vous amenez. Quand on parle de faute, de quelle faute on parle, dans quelles conséquences, quelles proportions, euh, quelles sont les conséquences sur chacun des époux. En fait, d'un cas à un autre, le cas de figure peut être tellement différent qu'on ne peut pas donner de règle absolue. C'est pas possible. Il y a Est-ce la règle telle qu'on la est-ce- connaît. est-ce que deux magistrats pourraient donner un verdict complètement différent sur ce genre d'affaires? La même affaire traitée par trois magistrats différents, il y aurait trois conclusions différentes? Alors, c'est pas impossible, mais Ne mettez pas si en danger votre carrière pour me répondre aujourd'hui, hein. mais avec trois dossiers similaires, enfin trois dossiers identiques, a priori, on aura quand même trois décisions qui risquent de se ressembler. Après, tout est envisageable, évidemment. Les couples non mariés ont-ils les mêmes droits que les couples mariés lorsqu'ils se séparent? On dit même aujourd'hui plus loin que ça, on dit même qu'il y a un contrat de mariage ou pas, ça ne change rien au final. Alors, c'est, c'est faux. C'est faux. Le mariage ouvre des droits et des obligations que n'ouvre pas le simple concubinage. Aujourd'hui, si on parle par exemple de devoirs de secours, de prestations compensatoires, de notions comme celle-ci, c'est des notions qui existent dans le cadre du mariage et qui sont des points qui sont systématiquement regardés et Hmm. observés. Alors que lorsque le couple est simplement, entre guillemets, concubin, la séparation ne donne pas lieu à un divorce dans lequel on va justement régler toutes ces situations-là.
J'avais un prof de droit à la fac qui disait si le couple se désintéresse du droit, alors le droit se désintéresse d'eux. Pour dire qu'en fait, à partir du moment où vous n'accédez pas aux droits et aux obligations du mariage, alors quand vous allez vous séparer, eh bien, les règles du divorce ne s'appliqueront pas à vous. J'ai pas compris. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fait d'études de droit à la fac. Si les époux se désintéressent du droit. Non. Si le couple se désintéresse du droit dans le sens il ne choisit pas de se marier. Oui. Donc il ne va pas vers un régime juridique, ils se mettent ensemble, mais sous aucune couverture juridique, en tout cas pas celle du mariage. Eh bien, le jour où ils se séparent, il ne faudra pas qu'ils demandent les mêmes droits dont on a accès dans le cadre d'un divorce. J'ai toujours en tête cet exemple qu'on entend de plus en plus souvent, qu'on voit dans de plus en plus de vidéos, qu'on entend autour de nous. C'est la femme dans la maison avec les enfants et le mari dans un studio au bout de la rue. L'ex-mari dans un studio au bout de la rue. Est-ce que c'est une légende? Ce sera ma troisième question. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi? Avec ou sans contrat de mariage La question, en fait, elle veut tout et rien dire en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, dans quelle situation Ce ne sera pas ma meilleure question. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est que, effectivement, moi aussi, je l'entends. Moi aussi, effectivement, quand je dois divorcer des gens, et notamment quand j'ai des clients hommes, j'ai cette crainte ou ces questions qui reviennent. Chaque divorce est fait au cas par cas. Voilà. Dans quelle situation on est aujourd'hui? Qui peut rester, qui ne peut pas rester, qui propose de partir, Vous savez, il y a tellement de cas de figure qui sont possibles qu'on peut tout envisager. Mais faire comme ça ce genre de raccourci, c'est pas tout à fait vrai. Moi, pas souvent, je fais beaucoup de coaching dans ma vie, mais 2-3 fois, j'ai entendu parler quand même d'un usufruit à vie par la femme, en l'occurrence, de la maison. C'est-à-dire que tant qu'elle vit, elle a le droit à la maison que le mari rembourse. Alors non, enfin, déjà les dispositions à vie, c'est quand même assez particulier. C'est peut-être des ressentis qui sont très longs. C'est quelque chose de très long. Est-ce que lors d'un divorce, il y a toujours l'un des deux époux qui a une prestation compensatoire? Pas toujours. C'est pas une obligation. La prestation compensatoire, c'est la somme d'argent que verse l'un des deux époux à l'autre pour compenser une disparité qui est née dans le mariage. Typiquement, sans faire de généralité, parce que ça vaut pour les hommes et pour les femmes, mais admettons... La prestation compensatoire est majoritairement aujourd'hui, restons dans la généralité. Oui. Déjà parce qu'on arrête de s'excuser dans nos vidéos, mais aussi parce que je crois qu'il y a je crois que c'était 5 fois sur 6, quelque chose comme ça, ou 9 fois sur 10. C'est l'homme qui le verse à la femme. Mais pas que, donc je suis obligée de nuancer, même si nous, les avocats, les généralités, on les aime pas. Parce que ma question d'après, c'est est-ce que la justice n'est pas un peu sexiste dans ses décisions financières? Alors, c'est après. Bon, pour vous répondre à la question précédente, souvent, la situation, c'est quoi? C'est madame est restée à la maison pendant quelque temps, a mis sa carrière de côté pour élever les enfants pendant X années. Pendant ce temps-là, monsieur a eu une évolution de carrière ou une évolution au sein de sa société, etc. On arrive au moment du divorce. Madame n'a pas cumulé les mêmes droits que monsieur, voire a mis sa carrière entre parenthèses, etc. Si effectivement on a une disparité dans le couple, monsieur va devoir compenser cette disparité-là par le versement d'une somme d'argent. C'est ce qu'on appelle la prestation compensatoire. Mais s'il n'y a pas de disparité, elle n'est pas obligatoire. D'accord. Est-ce que la justice, c'est un peu... J'ai une cliente suisse qui m'a dit « Vous êtes tellement attardé en France. » Et j'ai dit « Waouh, merci déjà, merci pour nous. » Elle me dit en Suisse, c'est celui qui veut les enfants qui les a, homme ou femme. Elle me dit « Vous êtes dans la préhistoire, vous, en France. » Moi, j'ai des tas de clients hommes qui ont demandé la garde de leurs enfants et qui l'ont obtenue. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a présenté le dossier différemment? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, on va pas être langue de bois. Effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de cas où quand la garde est partagée, notamment quand les enfants sont tout petits, où va y avoir quand même une tendance à confier les enfants principalement à la maman. Mais non seulement on voit Ne vous énervez pas. Toujours le cas et qu'aujourd'hui il y a des papas qui ont la garde pleine et entière, mais surtout, et ça c'est important, c'est que depuis quelques années, on observe un accroissement manifeste de la garde alternée, qu'on voyait peut-être un peu moins il y a 10-15 ans. 10 ans, bien sûr. Voilà.
Aujourd'hui, la garde alternée, c'est un mode de garde qu'on voit de plus en plus. Voilà, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Ah, mais il y a 10-15 ans, la femme était clairement favorisée pour la garde de l'enfant, ouais. Et on citait des études psychologiques. Au passage, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues ces études, mais on citait des études psychologiques comme quoi l'enfant avait beaucoup plus besoin de la mère que du père étant jeune. Est-ce que, dans le cadre d'une séparation, est-ce qu'on peut faire auditionner les enfants par le juge? Est-ce que c'est légal ou pas? Alors, on peut demander effectivement à ce que les enfants soient entendus par le juge aux affaires familiales. En général, le critère quand même pour ouvrir cette audition, c'est à minima ce qu'on dit que l'enfant soit doté d'un certain discernement. Donc généralement, c'est au moins entre 8 et 10 ans minimum pour l'enfant. On entend le terme de 12 ans souvent. On dit au-dessus de 12 ans, l'enfant peut choisir d'habiter là où il veut. C'est pas vrai? Encore une légende? Il y a pas, encore une fois, l'important c'est le discernement de l'enfant. Il y a des enfants qui ont 8-9 ans, qui sont parfaitement capables de très très bien s'exprimer, qui sont très cohérents dans ce qu'ils disent. Il n'y a rien qui empêche leur audition. Donc, pourquoi pas? Maintenant, la question, c'est quel est le but véritable derrière? Il faut savoir que l'audition d'un enfant par un juge, c'est quand même pas anodin pour l'enfant. Il va être convoqué sur un jour de la semaine, il va venir au tribunal, il va être face à un juge qui va lui poser des questions. C'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas rien. Maintenant, quand il y a une vraie volonté de l'enfant de ne pas aller chez son père ou chez sa mère, qu'il veut expliquer les raisons, que c'est important pour lui d'être entendu, pourquoi pas? Maintenant, attention, ce n'est pas parce que l'enfant demande quelque chose au juge que le magistrat va nécessairement aller dans son sens. Donc attention, parce que avoir recours comme ça de manière parfois systématique à l'audition de l'enfant, ça peut avoir des conséquences pour l'enfant qui peuvent entraîner une frustration parce que la décision du juge sera très différente. Donc c'est des choses qu'on manie quand même avec parcimonie. C'est aussi un risque de conflit parental là-dedans, conflit de loyauté. L'enfant, il brinque-balle entre les deux, il se fait bouffer le cerveau par l'un une semaine, par l'autre semaine, dit ça devant le juge, et l'autre va dire non, dit ça devant le juge, oui, faut faire etc. très On attention arrive sur avec des ça. choses qui sont assez compliquées. Mêler là-dedans bien de l'enfant, question d'argent, divorce, revente de maison, etc. Créer des schémas où l'enfant est majoritairement exploité et instrumentalisé, je trouve. Alors, et j'entends bien que l'argument de base était génial, c'était faisons quelque chose de juste, madame met 5 ans de sa vie à élever les enfants, mettons un équilibre là-dedans, et majoritairement, ça se passe peut-être à 75% du temps, ça se passe bien. Maintenant, j'ai l'impression que dans 25% du temps, il y a des jeux, il y a des guéguerres où plus j'aurai l'enfant, plus j'aurai d'argent. Ce qui mène forcément à des drames dans les deux sens. Et à mon sens, ces grilles devraient être revues pour que, qu'importe le type de garde, les montants soient les mêmes. Et je pense que si, qu'importe le type de garde, les montants soient les mêmes, ça changerait beaucoup de choses chez les parents. On éviterait d'instrumentaliser les gamins, on ne chercherait pas à récupérer tout le temps, on ne bafouerait pas soit le père, soit la mère dessus, et on arriverait sur quelque chose qui serait plus calme pour l'enfant. Oui, mais aujourd'hui, l'instrumentalisation de l'enfant, elle n'a pas qu'une visée financière. C'est-à-dire que c'est pas récupérer l'enfant pour avoir une pension alimentaire plus importante, c'est aussi parfois une vraie dynamique qui est liée à l'ego du parent blessé, évidemment, ouais. qui est aussi liée à la volonté de heurter l'autre. Voilà, tu es parti, ça aussi, ouais. Tu n'auras plus l'enfant. Ouais. Comme si en fait la vision du couple était la même que la vision parent-enfant. Ce n'est pas parce que l'un des deux arrête une relation amoureuse que pour autant cela signifie qu'il veut arrêter sa relation avec l'enfant. Et donc le lien n'existe pas en réalité, mais beaucoup l'instrumentalisent. Il y a une bêtise chez l'être humain que je me suis jamais expliqué, maître, que j'ai jamais réussi à comprendre. Une bêtise où deux êtres humains qui se sont aimés, qui ont eu un enfant, peuvent se déchirer et à mettre l'enfant dans une forme de péril psychologique pendant des années, à critiquer le père, à critiquer la mère, sans aucune intelligence. Et j'ai jamais vu autant de bêtises, je pense, que lors d'une séparation qui peut durer pendant toute une vie derrière. Pourquoi est-ce que l'être humain redevient tellement bête et animal? Et il y a deux circonstances où l'être humain devient aussi bête. C'est lorsqu'il est en voiture
et qui, et qui klaxonne et qui dit des gros mots, ou lorsqu'ils se séparent, l'autre devient un monstre et ce gamin, je vais me récupérer à moi. Et quitte à détruire l'enfant, il n'en aura rien à faire, il va tout faire pour avoir raison, pour que son histoire prime. J'ai eu raison, ton père est un monstre ou ta mère est une monstre, et j'ai raison et je te le prouve. Et il va gaver l'enfant de phrases néfastes, quitte à détruire l'enfant. Les conséquences de ce genre d'instrumentalisation sur les enfants sont catastrophiques. Voilà. Parce que on met l'enfant dans une situation de conflit de loyauté qui est désastreuse. Parce que l'enfant, il a son papa, il a sa maman, il n'a pas à être au milieu des affaires du couple, ça ne le regarde pas. Et puis, étaler comme ça sa vie ou la vie de l'autre. Parce que parfois, je vois, parce que je fais du droit de la famille, mais je fais du droit des mineurs aussi. Donc, je suis avocat de l'enfant. Donc, j'ai des clients enfants. Et quand j'entends mes petits clients parfois libérer une parole et me dire que papa me parle des ébats de maman avec son nouveau compagnon, maman critique la maîtresse de papa avec des mots qui n'ont rien de mots d'enfant, mais je suis atterrée. Atterrée. Malheureusement, on a une problématique d'ego dans la séparation. Oui. Et de souffrance. Oui. Et de souffrance. Et je pense qu'à un moment donné, il y a certains parents qui ont une souffrance dans le cadre de la séparation qui est telle qu'ils n'ont plus le discernement, qui prennent à partie les enfants, mais sans se rendre compte, parce qu'ils sont dans leur propre souffrance et on ne peut pas les blâmer. Une séparation, c'est pas anodin. Voilà. Donc, il faut s'entourer, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et arriver à prendre le recul nécessaire. Mais attention aux enfants, on ne le répétera jamais assez. L'enfant n'a rien à faire dans la séparation de ses parents. Je ne parle pas de cas particuliers où l'enfant lui-même est sujet à violence ou autre. Hein. Bien évidemment, on parle de cas généraux. Vrai ou faux? Un divorce dure de très nombreuses années. Vrai et faux. Vrai et faux. Ça dépend. Déjà, est-ce qu'on est sur un divorce amiable, c'est-à-dire entre avocats et avec un notaire, ou est-ce qu'on est sur un divorce contentieux? Si on est sur un divorce amiable, c'est-à-dire monsieur a son avocat, madame a son avocat, les deux avocats travaillent ensemble pour faire une convention de divorce qui va régler les effets et les conséquences du divorce. Donc la voiture est à un tel, le bien est à un tel, la maison, nanana, etc. etc. Tout est bien réglé, orchestré, les enfants, l'argent, etc. Ça peut prendre quelques mois. Si les avocats sont réactifs, les époux, futurs ex-époux sont réactifs, ça peut prendre quelques mois. Maintenant, si on part sur un divorce contentieux, c'est-à-dire devant un juge, là, on va rentrer dans les délais de la justice qui sont bien plus longs et ça peut effectivement durer longtemps. C'est-à-dire qu'on va avoir des dates d'audience qui peuvent être déjà éloignées, 6, 8, 12 mois, 1 an et demi. Il suffit qu'au moment de l'audience, il y ait un avocat finalement qui veuille rajouter des pièces complémentaires parce que son client lui a donné au dernier moment, eh bien ça va repousser l'audience d'autant. Ou une annulation pour X ou Y raison de l'audience qui va être repoussée. Et là, ça peut durer un très très long moment. Ouais. Est-ce qu'un divorce coûte cher? Et c'est quoi un prix moyen? Alors, divorce coûte cher. Généralement, quand on pose ce genre de questions, c'est principalement lié aux frais d'avocat, puisque en fait, c'est les frais principaux qui sont exposés. Encore une fois, tout dépend du divorce. Est-ce qu'on est sur un divorce à l'amiable qui va a priori coûter moins cher car elle sera moins long qu'un divorce contentieux? Au plus un divorce est compliqué, au plus il va durer longtemps, au plus il y a de situations à gérer comme des biens, au plus il y a du travail. Donc forcément, les honoraires de l'avocat peuvent augmenter. Maintenant, il y a une réalité aussi, c'est que d'un cabinet d'avocat à un autre, les honoraires peuvent varier Dites-moi du simple... Dites-moi un prix, maître. Ah non, je peux pas vous donner de prix. Ah non, je peux pas vous donner de prix. Je peux pas vous donner de prix. Franchement, ça dépend. Ça dépend. Même les honoraires sont fixés, nous dit notre règlement intérieur national, en fonction du dossier, des spécificités du dossier, des clients, de leurs revenus, etc., etc. On pourrait dire qu'un petit divorce coûte quelques milliers d'euros, peut-être 1500, 2000 euros. Et un très gros divorce peut coûter une fortune en fonction de ce Alors qu'il y a à faire. après une fortune, je sais pas, moi j'ai encore jamais facturé des divorces, des fortunes, mais
Oui, c'est sûr qu'on peut aller de quelques milliers d'euros, on peut être autour de 2000 euros, 2500 Mhm. euros, et puis on peut voir beaucoup plus, 3500, 4000. Après, parfois, quand je vois certaines factures passer, mais enfin, je vais garder un devoir de réserve, mais je me dis, bon, voilà, Il y a parfois un peu d'abus, ça peut arriver. renseignez-vous avant de faire un divorce. L'avocat doit vous donner une fourchette Mhm. prévisible d'honoraires et c'est important de se renseigner, de savoir combien à peu près ça va me coûter. Voilà. Et est-ce que ça me convient ou non. Et méfiez-vous, s'il vous plaît, de ce qu'on voit fleurir sur Internet et autres, de ces divorces au rabais, où je vois parfois des encarts à 450 euros et on divorce. Non, Mhm. non. À un moment donné, un divorce, c'est un acte juridique. Il y a du travail derrière, même quand la situation est simple, il y a du travail derrière. Prenez un avocat sérieux, compétent, qui vous convienne, mais certainement pas des formules sorties de je ne sais où, qu'on retrouve finalement quelques mois ou quelques années plus tard en contestation en nombre, quoi. Depuis 2017, on peut divorcer à l'amiable. Génial. Est-ce que dans un divorce à l'amiable, il faut juste un notaire? Est-ce qu'il faut des avocats ou pas? Alors, là, on fait référence au divorce par acte d'avocat, qui a remplacé ce qu'on appelait avant le consentement mutuel. En fait, le divorce par acte d'avocat, c'est ce qu'on appelle communément le divorce à l'amiable. C'est très simple. Il faut un avocat pour monsieur, un avocat pour madame. Là où avant, on pouvait avoir un avocat pour deux. Voilà, ça n'existe plus. Il faut un Pourquoi avocat ce chacun. changement? Parce que maintenant, on ne passe plus devant un juge pour homologuer cet accord à l'amiable, on passe devant un notaire. Donc avant, si vous voulez, il pouvait y avoir un avocat pour deux, et derrière, il y avait encore le rempart du magistrat. Là, aujourd'hui, on a un notaire qui va venir homologuer cette convention de divorce, qui a quand même pas les mêmes pouvoirs et prérogatives qu'un juge. Donc, pour sécuriser la procédure, maintenant, il faut que chacun des époux ait son propre avocat qui va le Ok. renseigner sur ce qu'il va signer, sur les conséquences de ce qu'il va signer surtout. Mais pas juste un notaire, parce que parfois j'entends avec un divorce à l'amiable, on a juste besoin d'un notaire. Non, on a besoin d'un notaire et d'un avocat Hmm. chacun. Dernière question, est-ce que la pension alimentaire peut être modifiée ou pas? Oui, absolument. La pension alimentaire, ce qu'on appelle la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en fait le terme exact, va être fixée au moment où on va se pencher dessus, dans le cadre du divorce par exemple, en fonction des charges et des revenus de chacun des époux. Il peut y avoir des modifications dans la situation de chacun des deux. L'un des deux perd un emploi, l'un des deux finalement a un revenu bien plus important Hmm. parce qu'il y a une promotion, l'arrivée d'un nouvel enfant avec une autre union, qui vont faire voilà, que ces situations-là vont peut-être nécessiter de réviser ce qu'on appelle communément la pension alimentaire. Il ne faut pas hésiter effectivement à se renseigner sur ça pour avoir une pension alimentaire qui soit au plus juste. Mettez toutes vos questions en dessous si vous en avez, comme ça on voit si on refait une interview pour la suite de ça. Je pense qu'il y en aurait pour quelques heures, dizaines d'heures, centaines d'heures, milliers d'heures. En tout cas, mettez vos questions et on répondra à tout. Salut à tous, bye.